Moi, je suis ravi de vous retrouver suite à la précédente journée fin janvier. Et je suis surtout ravi de pouvoir mettre voilà, l'accent sur la coopération internationale de l'école et le fait que depuis quasiment la création de l'école, nous accueillons des élèves sur des cycles longs de formation. Ils accomplissent la même scolarité que les élèves issus des concours. Donc, c'est un cycle international long de 18 mois. Et nous accueillons des élèves de l'ensemble des continents, à peu près une trentaine d'élèves par promotion. Leur particularité, c'est qu'ils sont généralement plutôt jeunes, soit en fin d'études, soit dans leurs premières années de carrière professionnelle. Et donc, c'est considéré comme un cycle quand même de formation initiale. Alors, j'ai sollicité les 4 élèves représentant différents pays d'Asie pour intervenir devant vous. Ils feront une intervention d'à peu près 6-7 minutes, et ce qui permettra de dégager un peu de temps pour les échanges. Alors, je les présente rapidement. D'abord, Yang A. Cao, qui est élève du Vietnam, qui est fonctionnaire à la Banque d'État et qui vous parlera du défi énergétique qui se présente à son pays. Ensuite, Anne-Marie Georges, qui a travaillé, qui est diplomate, qui a travaillé à l'ambassade d'Inde en France et qui vous parlera bien sûr du défi démographique, qui est le premier défi de l'Inde, puisque l'Inde rejoint quasiment ou a quasiment rejoint et certainement dépassera la Chine comme le pays le plus peuplé du monde. Et puis ensuite, Shinya Miyake et puis Yuki Kato. Alors Yuki Kato ne sera pas avec nous, je l'en excuse, mais il a participé, donc je le remercie. Et donc Shinya est diplomate de son pays et il vous présentera le principal défi, un des principaux défis qui se posent au Japon, et les façons innovantes évidemment sur ces 3 défis, celui du Japon étant la question du vieillissement de la population. Voilà, donc je les en remercie et ils ont su prendre du temps malgré un emploi du temps très très lourd en ce moment, puisqu'ils sont en travail avec les autres élèves sur des rapports sur commande. Et donc, je leur cède tout de suite la parole en commençant par Yang Cao sur le Vietnam et le défi énergétique. Merci beaucoup, Monsieur Roselet. Merci à vous tous. Et pour commencer, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter en quelques lignes le défi énergétique du Vietnam. Ma présentation comprend 3 parties, donc je vous invite à aller directement à la première partie, s'il vous plaît, de diapo suivant. Les chiffres clés. Pour commencer, rappelons une petite histoire. Il y a 30 ans, dans les années 90, une grande partie de la population vietnamienne n'avait pas accès à l'électricité. Donc, à l'époque, l'accès à l'électricité était une préoccupation politique majeure du pays. Au fil du temps, comme vous pouvez observer ici, depuis les années 2000, le Vietnam est connu une forte croissance économique avec un taux de croissance moyen de 6,5% et une variation démographique positive, plus d'1 million d'habitants par an. Donc, le développement économique et l'évolution démographique entraînent une forte augmentation de demande en énergie, notamment en électricité. Comme le montrent les chiffres ici, cette demande augmente en moyenne de 10% par an, sachant que la hausse de demande en électricité en France est de 0,6%, d'où face à une telle demande en électricité, le Vietnam n'était plus en situation d'autosuffisance énergétique. Et dans cette logique, il a commencé à importer de l'électricité depuis 2010. Donc, comment un pays aussi peuplé, 30 millions plus que la France, doit-il faire face à ce défi énergétique? Je vous invite à aller à la deuxième partie, les politiques mises en place, le choix des énergies renouvelables. La production d'électricité du Vietnam repose principalement sur les matières fossiles telles que le charbon, le gaz naturel ou le pétrole, ce qui représente 67% de la production d'électricité nationale en 2010. La production énergétique à partir des matières fossiles semble être la moins coûteuse
est la plus rapide à mettre en œuvre, surtout pour faire face à une forte demande en électricité. Donc ici, on se demande, pourquoi fait-il le choix des énergies renouvelables? Pour y répondre, on peut citer les deux facteurs. Tout d'abord, ce sont les caractéristiques propices aux installations d'énergie renouvelable. En tant que pays agricole, le Vietnam dispose des ressources importantes en biomasse, issues principalement des bancs de riz, bagages de canne à sucre ou résidus du bois. En plus, avec plus de 3200 km de côte et un fort ensoleillement, le Vietnam présente également un grand potentiel pour le développement des énergies éoliennes et solaires. Deuxièmement, c'est la volonté politique du gouvernement. Le Vietnam a choisi de miser sur les énergies renouvelables, d'une part pour garantir un développement durable et d'autre part pour tenir son engagement environnemental. Conscience de la nécessité de trouver une alternative aux énergies fossiles, le gouvernement a mis en place l'ensemble des politiques pour promouvoir le développement des énergies renouvelables. On peut citer ici les politiques les plus importantes qui visent à faciliter et attirer les investisseurs sur les marchés d'énergie verte. Le diapo suivant, s'il vous plaît. D'abord, c'est la mise en place d'un système de tarifs d'achat d'électricité qui donne une certaine visibilité sur le retour d'investissement pour les investisseurs. Ici, le contrat fixe, la durée du contrat fixe est de 20 ans avec un prix d'achat en dollars américains. Ensuite, c'est la mise en place d'une série de mesures incitatives telles que droit de douane, impôt sur les sociétés, location de terrain. Par exemple, impôt sur les sociétés, les investisseurs sont exonérés pour les 4 premières années et ensuite, il y a 50% de réduction pour les 9 années suivantes. Donc, ces politiques publiques ont produit un résultat plutôt satisfaisant pour un pays émergent. En 2018, l'électricité verte, éolienne, biomasse, solaire représente 7,16% de la production d'électricité nationale. Et le Vietnam est devenu le 5e marché mondial pour les installations solaires photovoltaïques en 2019. Donc, on se pose la question, quelles sont les perspectives dans les années à venir? Donc, le diapo suivant, s'il vous plaît. Développer les énergies renouvelables et protéger l'environnement est un des objectifs prioritaires du Vietnam. Dans cette optique, le Vietnam s'est fixé comme objectif en 2030, il sera indépendant énergétique et les énergies renouvelables devraient représenter 43% en 2050, ce qui implique un coût de financement élevé et aussi une demande d'innovation de la politique énergétique. Pour cela, le Vietnam doit poursuivre ses efforts afin d'attirer encore plus les investisseurs en reposant sur les actions suivantes: réviser à la hausse du prix d'achat de l'électricité, simplifier les démarches administratives, former une main-d'œuvre qualifiée, dynamiser le marché fusion et acquisition d'énergie renouvelable ou encore moderniser le réseau de transmission électrique nationale. Pour conclure, l'énergie propre permet au Vietnam de répondre aux besoins en électricité pour le développement socio-économique ces dernières années. Mais pour pouvoir atteindre les objectifs fixés, le Vietnam devrait redoubler ses efforts dans tous les domaines. Merci de votre attention. Xin cảm ơn. Voici Madame Anne-Marie Georges. Elle va nous présenter un autre défi encore plus passionnant en l'Inde. S'il te plaît. Merci beaucoup, Kao. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous raconter l'histoire de Startup India. Ma présentation se décomposera en 4 sections. On commence avec le prochain diapo, s'il vous plaît. Merci. L'Inde a la 12e plus grande population du monde, avec 1300 millions de personnes. Et en plus, 65% de la population a moins de 35 ans. À première vue, cela peut sembler d'être une chose merveilleuse, une main-d'œuvre aussi importante et bonne pour l'économie nationale. Mais, sous la condition
qu'elles soient capables d'avoir un bon emploi. Malheureusement, il n'y a pas assez d'opportunités d'emploi. Mais pourquoi? Je vous explique. Voici le graphique montrant l'évolution de la population de l'Inde au cours des 10 dernières années. Entre 2016 et 2020, il y a eu une ajout de plus de 70 millions de personnes, c'est-à-dire qu'au cours des 5 dernières années, l'augmentation de la population indienne est plus importante que la population actuelle de la France. Cela signifie que dans quelques années, cette population de la taille de la France entrera sur le marché du travail à la recherche d'un emploi. Il est presque impossible pour le gouvernement de créer autant d'emplois chaque année. Donc, le chômage des jeunes est un véritable problème actuel et en plus, un problème qui s'aggrave chaque année. Ces données chiffrées révèlent qu'il est donc nécessaire de trouver une solution durable. Le suivant, s'il vous plaît. Merci. En 2016, le gouvernement indien a lancé un programme appelé Startup India. L'idée principale est d'encourager des jeunes à devenir des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emplois. En autre temps, encourager l'esprit entrepreneurial. Cette solution innovante repose sur une démarche qui regroupe 19 actions réparties sur 3 grands axes. Axe 1, simplification et accompagnement. Axe 2, partenariat industrie académie et incubateur. Axe 3, soutien pour trouver des financements. En termes simples, une personne ayant une idée d'entreprise peut s'inscrire sur la plateforme Startup India. Le gouvernement lui fournira tous les soutiens nécessaires pour transformer son idée en entreprise. Je vais vous donner des exemples qui illustrent bien ce soutien gouvernemental. Soutien administratif. Non, on continue. Merci. On continue dans le précédent diapo. Diapo numéro 10. Ah oui, merci. Numéro 10. Le diapo suivant, s'il vous plaît. Merci, merci. Le soutien administratif, par exemple. Pendant les 3 premières années, les startups peuvent avoir une autocertification, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'attendre les autorisations gouvernementales. Soutien financier pour trouver du financement, et il y a aussi des exonérations des impôts pendant les 3 premières années. Il y a aussi des soutiens numériques, soutien logistique et soutien juridique à moindre coût. Et enfin, une sortie simple. Si la startup ne fonctionne pas, il existe des voies de sortie plus rapides. Le suivant diapo, s'il vous plaît. Merci. Alors, aujourd'hui, 5 ans après son lancement, on obtient des chiffres clés de Startup India. Au niveau des startups, plus de 41 000 startups créées avec succès. Au niveau des emplois, 470 000. C'est presque un demi-million de nouveaux emplois. En plus, 44% de ces startups ont au moins une femme comme directrice. C'est ce qui contribue à briser le plafond de verre. Dans cette diapositive, nous avons aussi une carte pour comprendre comment Startup India a été mise en œuvre dans les différentes régions de l'Inde. En tant que pays fédéral, l'Inde a des gouvernements au niveau régional. Suite à l'initiative du gouvernement central, 30 gouvernements régionaux ont créé des lois similaires. Cette carte montre l'état d'avancement dans les régions. La région en orange, ça c'est l'état de Gujarat, est le plus avancé et compte le plus grand nombre de startups prospérées. Il est suivi par les États en bleu marine et puis les verts. On peut observer que le Startup India ne se limite pas aux grandes métropoles ou les régions industrielles, mais qu'il a changé la vie des jeunes dans tous les coins de la pays. Le prochain diapo, s'il vous plaît. Merci. Le projet Startup India a aussi étalé au-delà de la résolution du problème de chômage et a permis de résoudre d'autres problèmes sociaux également à travers de la mise en place des hackathons ou des challenges. C'est ce qu'on appelle le sociopreneur, c'est-à-dire un entrepreneur qui résout les problèmes sociaux. Presque tous les départements gouvernementaux ont lancé des hackathons à la recherche d'idées innovantes de la partie de start-up pour résoudre des problèmes dans leur secteur. Voici quelques exemples.
le Startup Challenge pour les énergies renouvelables, Startup Challenge pour l'élevage d'animaux, Startup Challenge pour les réformes gouvernementales ou Startup Challenge pour les plastiques à l'usage unique, etc., etc. Le prochain diapo, s'il vous plaît. Grâce à ces hackathons ou ces challenges, Startup India a couvert presque tous les secteurs de l'économie indienne, de l'alimentation à l'intelligence artificielle. Le secteur le plus important est celui de l'informatique avec plus de 20% de startups, suivi par les secteurs de la santé, de la finance, du commerce électronique, de la logistique, de l'éducation, etc. Le prochain diapo, s'il vous plaît. En conclusion, grâce au programme Startup India, le pays a trouvé une solution durable au chômage des populations jeunes. Le programme se poursuit aujourd'hui et espère continuer à aider les jeunes indiens à créer des emplois et non pas à rester en tant que chercheurs d'emploi. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et j'invite Shinya Miyake du Japon. Bonjour à toutes et à tous et merci pour m'avoir passé la parole à Marie ainsi que à Kao pour la présentation magnifique. Alors, juste une question au modérateur, aux organisateurs. Est-ce que ce que je vois est la version PDF? S'il y a eu des changements ou des modifications quelconques, n'hésitez pas, on peut vous donner le lien ou le partage ou au mieux pour vous pour que la version voyez soit la plus pertinente par rapport à vos propos. D'accord. Dans ce cas-là, oui, si c'est la version PDF, ça va. Sinon, même si je vais continuer, je peux. En fait, j'ai eu un peu de mal à comprendre votre propos parce que le volume n'était pas suffisant. Est-ce que vous pouvez répéter? Bien sûr. Je vous disais, monsieur, que donc là, on présente ce que vous nous avez communiqué. Si jamais il y a un souci avec ce que vous voyez visuellement par rapport à ce que vous avez envie de montrer aujourd'hui, n'hésitez pas vous-même à prendre la main pour montrer les dernières modifications de votre document. Ou sinon, on continue de le balayer de la sorte et s'il y a des choses à corriger, on pourra le faire ensemble oralement. D'accord, merci beaucoup. Et je vous remercie. Donc, veuillez nous excuser pour un peu de désorganisation, surtout à ce niveau. Et je me permets de continuer. Et malgré un peu de problème, il en reste que c'est un véritable honneur pour moi de pouvoir vous présenter comment le Japon fait face à un grand problème de cet archipel. La suivante, s'il vous plaît. Donc, au Japon, la gestion du vieillissement de la société s'impose. Au sein de sa population de 125 millions de personnes, dont 61 millions d'hommes et 64 millions de femmes, donc il y a plus de femmes qu'hommes au Japon, 28,4% des citoyens ont plus de 65 ans. Ce chiffre est le plus élevé au monde et il est presque 8 points supérieur à celui de la France que vous voyez, ce qui est de 20,6%. L'espérance de vie des Japonais est de 88,1 ans pour les femmes et 81,9 ans pour les hommes, contre un chiffre des Français, soit 85,7 ans et 79,9 ans respectivement. Et en fait, en termes du rang international, les femmes vivent le plus longuement au monde, alors que pour les hommes, c'est le sixième au monde. Dans ce contexte, deux axes sont au cœur des approches à cette situation pour le gouvernement et les collectivités territoriales. D'une part, c'est le renforcement des industries des soins aux personnes dépendantes qui entraîne l'approche mécanique et robot. D'autre part, c'est l'amélioration générale de l'état de santé afin de réaliser une longévité en bonne forme qui donne naissance à l'approche de soins préventifs. J'aimerais aujourd'hui vous présenter ce qui est fait dans ces deux domaines. La suivante, s'il vous plaît. Concernant la première approche, il faudrait souligner que les efforts se concentrent autour du développement des machines qui aident les personnes dépendantes et le personnel soignant. Et je viens de marquer que certains d'entre vous souhaitaient partir vivre au Japon. Bon,
peut-être vous pourrez être aidé par ces machines ou encore être soulagé par les robots. Bon, en tout cas, ces machines, plutôt les robots, prennent plusieurs formes que vous voyez sur la diapositive. Soit de grandes mécaniques plus ou moins sophistiquées que vous voyez à gauche de la diapositive, soit les appareils de support externe squelettique, c'est surtout pour les personnels soignants et que vous voyez au centre en haut avec cette dame, ou encore des robots communicatifs plus adorables que vous voyez à droite. Suivante, s'il vous plaît. Afin d'accélérer les innovations et le développement des industries en vue de susciter la croissance, le gouvernement japonais a mis en place le cadre des zones spéciales stratégiques, où il met en place des dérégulations, des exemptions des impôts et des aides financières. Et tout cela sous demande des collectivités locales et après des consultations avec l'État. Par exemple, dans la zone spéciale stratégique de Tsukuba pour la compétitivité internationale, située à 50 km au nord-est de Tokyo, les robots aidant la vie quotidienne sont développés et testés pour assurer la sécurité de leur utilisation. L'un des fruits de telles recherches au sein de cette zone est HAL, l'abréviation du nom en anglais Hybrid Assistive Limb, support squelettique externe pour aider la rééducation ou le travail du personnel soignant que vous voyez sur le slide. Aussi, les seuils de sécurité et la méthode de test ont été développés et les résultats font aujourd'hui partie de la norme internationale de l'ISO concernant la sécurité des robots d'assistance à la personne mobile, d'assistance physique et de transport de personnes. La suivante, s'il vous plaît. S'agissant maintenant de l'amélioration générale de l'état de santé physique et psychologique, la notion importante est celle de Nibyo, littéralement traduit. Ce terme signifie l'état de pré-malade. Il a sa racine dans la médecine orientale, selon laquelle l'état de santé de chacun se trouve non sur l'échelle dichotomique de sain ou malade, mais sur le continuum entre les deux extrémités. Surtout pour les personnes âgées, dont le corps devient de plus en plus fragile, il est important de pouvoir vivre en bonne santé pour leur bien-être et bonheur, et aussi pour la réduction des dépenses publiques médicales des soins. La suivante, s'il vous plaît. Le département de Kanagawa, situé au sud de Tokyo, a repris cette notion pour promouvoir leur effort. La politique sanitaire de ce département s'inscrit également dans les objectifs du développement durable de l'ONU, les ODD. Le Kanagawa vise aujourd'hui à encourager le soin avant de tomber complètement malade. Pour cela, dans l'optique d'un éventuel rayonnement international, il reconnaît et labellise des produits, des services ou encore des assurances qui excellent en la sensibilisation et l'amélioration de l'état de santé. En parallèle, il encourage la création et le développement des industries qui contribuent à cet effort. Il a lancé une alliance des entreprises pour le développement de l'industrie de Nibyo, qui organise des sessions d'échange, aide les entrepreneurs à trouver des partenaires ou encore permet aux compagnies de tester leurs produits avec la participation des habitants du département, donc auprès du public suffisamment grand. La suivante, s'il vous plaît. Et avec ce, j'en reviens à ma conclusion, que le Japon, face à la problématique du vieillissement, adopte de nouvelles stratégies pour encourager des innovations dont les fruits sont les mécaniques et les robots aidant le travail de soins et la reprise en contexte de la notion médicale antique. J'espère que cette présentation, ainsi que nos 3 interventions, ont pu vous donner quelques idées. Je vous remercie de votre attention. Et je me permets de souligner à la fin que le contenu de cette présentation et des échanges ne doit pas être interprété comme une opinion reflétant la position des organisations auxquelles appartiennent et appartenaient les présentateurs. Je vous remercie de votre compréhension et je passe la parole à M. Rogelet. Merci beaucoup. Merci. Donc, Thierry, on vous laisse conclure. C'était vraiment très intéressant puisque ces interventions concernaient trois enjeux majeurs qui sont communs à l'Asie et à l'Europe. Donc, la question du vieillissement
de l'emploi et l'énergie. Donc, je vous laisse réagir et conclure ce temps. Voilà. Non, mais je remercie, vraiment, je remercie Kao, Anne-Marie et Shinya et Yuki aussi pour cette présentation, hein, qui est vraiment, effectivement, comme le dit une personne, très concrète et très, et vraiment très, voilà. En plus, on connaît, on sait le problème démographique en Inde, on le devine, les problèmes de vieillissement au Japon, on les connaît, mais là, on est vraiment dans des choses très concrètes en termes de réponse des politiques publiques, adaptées aussi avec des moyens nouveaux, des moyens renouvelés d'intervention de ces politiques publiques qui font aussi beaucoup appel à la participation des citoyens ou des usagers des services publics. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a pas des politiques qui tombent du ciel, il n'y a pas de solution miracle, mais on est dans un travail vraiment très, très innovant. Comme le disait Anne-Marie, sur les startups, il y a eu des hackathons, il y a eu des processus innovants, design des politiques publiques, certainement. Enfin, voilà, tout ce qui est maintenant de plus en plus mis en œuvre dans les écoles de management ou dans des grandes écoles, et que l'ENA s'est approprié aussi maintenant depuis quelques années, depuis 3-4 ans. Et donc, je crois que la participation sociétale, au-delà du débat public, hein, la participation sociétale est aujourd'hui un des ressorts de l'innovation et un des ressorts de succès ou de garantie de succès d'une politique publique, hein, ou d'un service public proprement dit, hein, pas uniquement forcément une politique publique, aussi d'un dispositif. Et ça, je crois que, voilà, qu'on soit en France, à Strasbourg, à Paris, ou qu'on soit à Tokyo, à New Delhi ou à Hanoï, le sujet est le même. C'est comment faire participer les populations à leur destin, comment les associer à leur destin. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est au cœur aujourd'hui de toute direction des affaires publiques d'un pays, de tout gouvernement.